Ma mère a crié dans l'interphone, nous avons vendu notre maison pour le mariage de Léa. Tu dois nous accueillir. J'ai regardé les relevés bancaires et j'ai dit, en fait, vous êtes sans abri parce que vous êtes fauchés. Mes parents ont secrètement vendu leur maison pour financer la fête de fiançailles à 6 chiffres de ma sœur, les laissant sans abri et sans aucune économie. Ils ont supposé qu'ils pourraient emménager chez moi indéfiniment sans payer de loyer. J'ai refusé, alors ils ont essayé d'entrer de force. J'ai appelé la police et tout a changé. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux, de quelle partie du monde nous regardez-vous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Le silence dans mon salon était généralement mon son préféré au monde. C'était un silence lourd et coûteux, le genre pour lequel on paie un crédit immobilier. J'étais assise par terre, entourée du chaos organisé des documents fiscaux, un verre d'eau tiède à côté de moi, et le léger bourdonnement du réfrigérateur la seule perturbation. Il était 20h45 un mardi. J'étais fatigué. Mes yeux étaient secs à force de fixer des feuilles de calcul toute la journée au sein de la société de logistique, mais j'étais en paix. Puis mon téléphone a vibré contre le plancher. La vibration a secoué les planches, un bruit dur et invasif qui m'a fait sursauter. J'ai regardé. L'écran s'est allumé avec une photo que je n'avais pas changée depuis des années, maman et papa. Je ne voulais pas répondre. Un nœud, serré et familier, s'est instantanément formé dans mon estomac. Nous n'avions pas parlé depuis 3 semaines, pas depuis que j'avais décliné une invitation à un dîner de stratégie familiale, qui, je le savais, n'était qu'un code pour « Léa a besoin de quelque chose et nous avons besoin de ton chéquier ». Mais la culpabilité est un réflexe dans lequel j'avais été entraîné depuis la naissance. Alors, j'ai décroché. « Allô » ai-je dit, essayant de garder ma voix neutre. Claire. Ma mère, Brigitte, n'a pas dit bonjour. Sa voix était aiguë, vibrant de cette énergie frénétique et maniaque qu'elle confondait toujours avec de l'excitation. « Es-tu à la maison ? Dis-moi s'il te plaît que tu es à la maison. » Nous sommes dans la voiture. J'ai froncé les sourcils, jetant instinctivement un coup d'œil à la porte d'entrée. Oui, je suis à la maison. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Est-ce que papa va bien ? Papa est bien. Gérard conduit, a-t-elle dit avec désinvolture. J'ai entendu le bruit étouffé d'un clignotant en arrière-plan. Nous sommes à environ 10 minutes. Nous avons de bonnes nouvelles. Ou, enfin, de grandes nouvelles. Des nouvelles efficaces. Des nouvelles efficaces, ai-je répété. Maman, il est presque 21h. De quoi parles-tu ? Nous avons vendu la maison, Claire. Les mots n'ont pas fait sens au début. Mes parents avaient vécu dans cette maison bourgeoise à 4 chambres avant même ma naissance. C'était leur identité. C'était là que Brigitte tenait ses réunions de club de bridge pour montrer sa collection de cristal. C'était là que Gérard se cachait dans le garage pour éviter les réunions du club de bridge de Brigitte. « Vous avez vendu la maison ?» ai-je demandé, me redressant. « Quand ? Vous n'avez jamais mentionné que vous la mettiez en vente. » Nous ne l'avons pas mise en vente publiquement, chérie. Un acheteur au comptant, un promoteur. Il a fait une offre la semaine dernière et nous avons conclu ce matin. Rapide comme l'éclair. Boum. C'est fait, a-t-elle dit, claquant des doigts près du récepteur. D'accord, ai-je dit lentement, mon esprit s'emballant. C'est soudain, mes félicitations. Où déménagez-vous ? Avez-vous acheté un appartement ? Je sais que vous parliez de déménager sur la Côte d'Azur à terme. Il y a eu une pause à l'autre bout, un silence épais et chargé qui m'a fait dresser les cheveux sur la nuque. Eh bien, c'est ça le problème, dit Brigitte, sa voix tombant dans ce ton mielleux et manipulateur qu'elle utilisait lorsqu'elle demandait une faveur qu'elle estimait méritée. Nous n'avons rien acheté pour l'instant. Le marché est terrible, Claire. Juste horrible. Et nous avons des dépenses, de grosses dépenses à venir. Quelles dépenses, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Le nom se formait déjà sur mes lèvres. Les fiançailles de Léa. Évidemment, souffla-t-elle, comme si j'étais lente d'esprit. Sais-tu combien coûte un lieu de réception de nos jours ? Elle veut le jardin des plantes, Claire, le grand pavillon, et le traiteur. Eh bien, nous ne pouvions pas la laisser tomber.
Elle ne se marie qu'une seule fois, nous l'espérons. Nous devions libérer la plus-value immobilière. Mon sang se glaça. Vous avez vendu votre maison pour payer une fête? Ce n'est pas juste une fête, c'est un début dans la société, a-t-elle claqué. Quoi qu'il en soit, nous devons quitter la maison avant minuit ce soir. Le promoteur veut les clés. Les déménageurs ont déjà pris les affaires pour le garde-meuble. Minuit. J'ai regardé l'horloge. Maman, c'est dans 3 heures. Où allez-vous dormir? Eh bien, a-t-elle ri, un son nerveux et tintant. Nous sommes à 10 minutes, Claire. Nous venons chez toi. Nous avons pensé que nous prendrions la suite d'invités juste le temps de régler les choses, ou jusqu'à ce que le mariage soit terminé. C'est mieux ainsi. Vraiment, nous pouvons être plus près de toi. Ils ne demandaient pas. Ils avaient vendu leur toit, liquidé leurs actifs pour une fête, et roulaient actuellement vers mon sanctuaire avec une voiture pleine de valises, supposant que ma porte leur était ouverte. Non, ai-je murmuré. Quoi? Non, ai-je dit plus fort cette fois, me levant. Maman, vous ne pouvez pas vivre ici. Ne sois pas dramatique, Claire. Nous sommes la famille. Allume la lumière du porche. Gérard ne voit pas bien la nuit. Je n'allume pas la lumière, ai-je dit, ma voix tremblante. Vous avez vendu votre maison sans plan. Vous ne pouvez pas simplement emménager ici. Je travaille à la maison. J'ai une vie. Vous ne pouvez pas juste. Nous sommes tes parents, a-t-elle hurlé, la douceur s'évanouissant instantanément. Nous t'avons élevé. Nous nous sommes sacrifiés pour toi, et maintenant quand nous avons besoin d'une simple faveur, tu vas nous laisser dans la rue? Préférerais-tu que nous dormions dans la Peugeot? Vous avez l'argent de la vente de la maison, ai-je rétorqué. Allez à l'hôtel. Cet argent est alloué, a-t-elle hurlé. Chaque centime est budgétisé pour l'organisatrice de mariage et la compte. Nous ne pouvons pas y toucher pour des hôtels. Nous arrivons, Claire. Ouvre la porte ou je te jure devant Dieu que je ferai une scène que tes voisins n'oublieront jamais. Elle a raccroché. Je suis resté là, dans le silence, le téléphone à la main, fixant la porte d'entrée. Je me sentais physiquement malade, une vague de nausées me submergeant. Ce n'était pas seulement l'imposition. C'était le manque total de respect, la supposition que j'étais simplement une ressource à récolter lorsque leur mauvaise planification exigeait un filet de sécurité. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. J'ai laissé tomber le téléphone sur le canapé. Il a rebondi sans dommage contre les coussins, mais l'impact a semblé lourd. Final. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, un rythme frénétique qui rendait la respiration difficile. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant à travers les stores la rue vide. Les réverbères projetaient de longues ombres ambrées sur le trottoir. C'était calme, paisible, mais je savais qu'en moins de 10 minutes cette paix serait brisée par une Peugeot 508 argentée et le tourbillon d'abus de droit qu'était ma mère. J'ai arpenté la longueur de mon salon. Réfléchis, Claire, réfléchis. Je suis directrice des opérations pour une entreprise mondiale de logistique. Toute ma vie est bâtie sur l'évaluation des risques, la planification d'urgence et la gestion des ressources. Si un conteneur tombe d'un bateau dans l'océan Atlantique, j'ai un plan. Si un entrepôt dans l'Oise perd de l'électricité, j'ai un protocole de générateur de secours. Ma vie est ordonnée parce que je la rends ainsi. J'ai acheté cette maison, ma maison, il y a 3 ans. C'est une modeste maison de style artisan à 2 étages avec un porche enveloppant. Ce n'est pas un manoir, mais c'est chez moi. J'ai payé la compte avec des primes que j'ai gagnées en travaillant 80 heures par semaine pendant que Léa faisait la fête en Europe lors d'années sabbatiques que maman et papa finançaient. La suite d'invités qu'ils ont mentionné? C'est mon bureau à domicile. Il y a un canapé-lit, oui, mais c'est là que je mène mes réunions régionales. C'est là que se trouvent mes serveurs. C'est là que je garde mes dossiers. Je suis allé à la cuisine et j'ai saisi le bord du comptoir en granit, la pierre froide me servant d'ancrage. Ils ont vendu leur maison, la maison où j'ai grandi, la maison qu'ils avaient payée il y a 10 ans. Ils n'avaient aucun crédit immobilier. Ils étaient assis sur une mine d'or de capitaux propres, un fonds de retraite qui aurait dû les garder à l'aise pour le reste de leur vie. Et ils l'ont liquidé pour un mariage, pour une fête. Léa avait 26 ans. Elle était fiancée depuis 2 mois à un homme qu'elle avait rencontré lors d'un cours de spinning.
Il était assez gentil, je suppose, mais il n'avait pas de travail. C'était un digi aspirant, et mes parents venaient de détruire leur avenir financier pour leur organiser un gala au Jardin des Plantes. La nausée est revenue. C'était un rejet physique de leur réalité. J'ai entendu le grondement d'un moteur à l'extérieur. J'ai figé. Les phares ont balayé le mur de mon salon, tranchant à travers les stores. Ils étaient là. Je ne me suis pas dirigé vers la porte. Au lieu de cela, je me suis retiré dans le couloir, hors de vue des fenêtres. J'ai entendu 2 portières de voiture claquer. Puis le coffre a sauté. Il déchargeait. Il ne venait même pas à la porte pour demander. Il déchargeait d'abord les bagages. Cette présomption, cette certitude absolue que je plierais, a fait jaillir la colère dans ma poitrine, brûlant une partie de la panique. La sonnette a retenti 1 fois, 2 fois, puis un coup lourd et rapide. Claire, ouvre. Il fait glacial ici. La voix de Brigitte était étouffée par le bois, mais perçante néanmoins. Je suis restée silencieuse. Gérard, rappelle-la, ai-je entendu Brigitte claquer. Elle est probablement aux toilettes, Brigitte. Donne-lui 1 minute. Mon père a marmonné. Gérard était un homme à la voix douce, un homme qui avait décidé il y a longtemps que le chemin de la moindre résistance était de simplement être d'accord avec toute la folie proposée par Brigitte. C'était un facilitateur de l'ordre le plus élevé. Il regarderait un bâtiment brûler si Brigitte lui disait que ce n'était qu'un feu de joie. Je n'ai pas 1 minute. Mon manteau est fin, a hurlé Brigitte. Elle a frappé à nouveau à la porte. Claire, je sais que tu es là. Je peux voir la lumière de la télé. Je ne regardais pas la télé. C'était le voyant de veille du décodeur. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'allais pas les laisser entrer. Si j'ouvrais cette porte, si je les laissais franchir le seuil avec une seule valise, je ne les ferais jamais sortir. Dans ma région, les lois sur la location étaient délicates. S'ils établissaient leur résidence, recevaient du courrier, restaient un certain nombre de jours, je devrais les expulser légalement. Je le savais parce que j'avais vérifié 6 mois auparavant, lorsque Léa avait laissé entendre qu'elle aurait besoin d'un endroit pour s'installer. J'ai marché jusqu'au panneau de sécurité sur le mur près de la cuisine. J'avais installé l'année dernière, un système haut de gamme avec des caméras couvrant chaque angle extérieur et un enregistrement audio dans les principaux espaces de vie. J'ai tapé sur l'écran. Le flux de la caméra du Porsche avant s'est affiché en haute définition. Ils étaient là. Brigitte portait un manteau en fausse fourrure qui paraissait ridicule en octobre, serrant un sac Louis Vuitton dont je savais pertinemment que c'était une contrefaçon qu'elle avait acheté dans le quartier asiatique. Gérard était debout derrière elle, l'air vaincu, tenant 2 énormes valises et une housse à vêtements. Il ressemblait à des réfugiés d'un désastre de haute société. Claire. Brigitte a hurlé à la caméra de la sonnette. Elle s'est penchée de près, son visage se déformant dans l'objectif fichet. Je sais que tu regardes ça. Ouvre cette porte tout de suite. C'est cruel. C'est de la maltraitance envers les personnes âgées. Maltraitance envers les personnes âgées? Ils avaient 58 et 60 ans. Ils étaient plus jeunes que le président. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Ma voix se projetterait sur le Porsche, nette et claire. Allez à l'hôtel, maman, ai-je dit. Je n'ouvre pas la porte. Sur l'écran, Brigitte a sursauté. Elle a regardé autour d'elle, essayant de trouver d'où venait la voix avant de fixer l'objectif de la caméra. Nous n'avons pas d'argent pour un hôtel, a-t-elle sifflé. Nous te l'avons dit. L'argent est pour Léa. Alors demandez à Léa un endroit où rester, ai-je dit calmement, bien que ma main tremblait contre le mur. Léa vit dans un studio avec Charles, a hurlé Brigitte. Il n'y a pas de place. Tu as une maison de 4 chambres pour toi toute seule. Tu es égoïste, Claire. Tu as toujours été égoïste. Accaparant ton argent, accaparant ton espace. Nous sommes ta famille. Je ne vous laisse pas entrer, ai-je répété. Partez, ou j'appelle la police pour intrusion. Gérard a levé les yeux vers la caméra, les yeux écarquillés. Claire, ma chérie, s'il te plaît, juste pour cette nuit. Nous sommes fatigués. Non, papa, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. Parce que ce ne sera pas juste pour cette nuit.
Vous avez vendu votre maison. Vous n'avez nulle part où aller. Si je vous laisse entrer, vous vivez ici, et je ne peux pas vivre avec vous. Nous avons vendu la maison pour le bonheur de ta sœur, a hurlé Brigitte, frappant du poing sur la porte. Quelque chose que tu ne comprendrais pas parce que tu es trop occupé avec tes feuilles de calcul pour trouver un homme. L'insulte a atteint sa cible, mais c'était une douleur sourde, une vieille blessure. Il pensait que j'étais un robot froid et insensible. Il pensait que j'étais juste un compte en banque avec un battement de cœur. Mais ils avaient oublié une chose cruciale, je traite ma vie comme un contrat. Et ils étaient en rupture. Pour comprendre pourquoi je ne pouvais pas ouvrir cette porte, il faut comprendre l'économie de ma famille. J'étais l'investissement. Léa était le produit. Je suis né 6 ans avant Léa. Mon enfance était standard, si ce n'est un peu transactionnel. Si j'obtenais d'excellentes notes, j'avais droit à un dîner au restaurant. Si je faisais mes corvées, j'avais mon argent de poche. Mais quand Léa est née, la monnaie a changé. Léa était belle, angélique, vraiment, boucles blondes, yeux bleus, un sourire qui pouvait faire fondre les glaciers. Mes parents, en particulier Brigitte, sont devenus obsédés par elle. À l'âge de 16 ans, j'avais 2 emplois à temps partiel, un à la bibliothèque, l'autre pour donner des cours de maths, pour économiser pour une voiture parce que mes parents m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre de m'aider. L'argent est serré, Claire, avait dit Gérard, regardant ses pieds. 2 semaines plus tard, ils ont acheté un poney littéral, à Léa, qui avait 10 ans, parce qu'elle en avait vu un dans un film et qu'elle avait pleuré. J'ai payé mes études universitaires avec des bourses et des prêts. J'ai travaillé pendant mes études supérieures. J'ai bâti ma carrière brique par brique, manquant des vacances pour couvrir des quarts de travail, prenant les missions que personne d'autre ne voulait parce qu'elle payait des heures supplémentaires. Léa a tâtonné. Elle a tâtonné dans le mannequinat. Elle a tâtonné dans le stylisme de mode. Elle a tâtonné dans le rôle d'influenceuse. Et Brigitte et Gérard ont financé chaque tentative ratée. Ils ont payé son loyer. Ils lui ont loué des voitures. Ils l'ont renfloué de ses dettes de cartes de crédit 3 fois différentes. Et il y a 5 ans, j'ai commis l'erreur d'essayer d'aider. Je venais d'avoir ma première grande promotion. J'avais quelques économies. Brigitte m'a appelé en pleurant, disant qu'ils étaient en retard sur les impôts fonciers et risquaient de perdre la maison. Elle a juré que c'était un problème temporaire de trésorerie. Elle a juré qu'ils me rembourseraient dans les 6 mois. Je leur ai prêté 18 600 €. J'ai fait un chèque. J'ai même tapé une simple reconnaissance de dette, qu'ils ont signée, riant de ma formalité. Oh, Claire, tu es tellement entreprise, avait taquiné Brigitte en la signant. 6 mois se sont écoulés. Pas de remboursement. 1 an. Rien. Quand j'ai soulevé le sujet, Brigitte a halté. Comment peux-tu nous demander de l'argent en ce moment? Nous venons de payer le voyage de Léa à Bali. Elle avait besoin de se retrouver. Je n'ai jamais revu un centime de cet argent. J'ai cessé de demander, mais je n'ai pas cessé de me souvenir. J'ai gardé la reconnaissance de dette. J'ai gardé le reçu de virement bancaire. J'ai gardé les courriels où il donnait des excuses. Je les ai classés dans un dossier sur mon disque chiffré, étiqueté « Le trou noir ». Maintenant, debout dans mon couloir, les regardant sur le moniteur de sécurité, j'ai vu Brigitte pour ce qu'elle était vraiment. Ce n'était pas une mère en détresse. C'était une gérante à la recherche d'un nouvel hôte. Brigitte était une petite femme, à peine 1,57 mètres, mais elle prenait tout l'oxygène dans n'importe quelle pièce. Elle avait des cheveux chimiquement blonds toujours crêpés un peu trop haut, et elle portait des bijoux qui teintaient des bracelets, des colliers superposés, des bracelets à breloques. Elle avait besoin qu'on l'entende arriver. Elle n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, pourtant elle avait des opinions bien arrêtées sur la façon dont tout le monde devrait faire son travail. Ouvre cette porte. Brigitte a hurlé à nouveau, donnant des coups de pied à la base de la porte avec sa botte. Je sais que tu es là. Je vais appeler le serrurier. Je vais lui dire que j'ai perdu ma clé. Je ne ferai pas ça, ai-je dit par l'interphone. Je suis en train d'enregistrer ceci, maman. Elle a figé, regardant la caméra, les yeux plissés. Tu enregistres ta propre mère? J'enregistre des intrus, ai-je dit. Des intrus?
Elle a ri d'un rire rauque et aboyant. Nous sommes tes propriétaires, Claire. Nous t'avons faite. Tu te crois si hautaine dans ta petite maison. Tu n'es rien sans nous. Gérard s'est avancé, l'air anxieux. Il portait sa tenue décontractée de club de golf, un pantalon en toile et un polo. Malgré le froid, Gérard était un expert en sinistre à la retraite. Il connaissait les risques. Il connaissait la responsabilité civile. Et pourtant, en le regardant, j'ai réalisé qu'il avait liquidé sa logique il y a des années pour garder Brigitte heureuse. Claire, a dit Gérard, se penchant vers la caméra. S'il te plaît, le camion arrive demain avec les meubles. Nous leur avons dit de le livrer ici, à ton garage. Ma mâchoire est tombée. Vous avez fait quoi? Nous avons dirigé les déménageurs ici, a admis Gérard, se frottant la nuque. Nous avons pensé que puisque tu as ce garage pour 2 voitures et que tu n'as qu'une seule voiture, nous pourrions y stocker les armoires antiques et l'ensemble de salles à manger, et nous pourrions mettre le surplus dans la cave. Ils n'avaient pas seulement prévu de dormir ici. Ils avaient prévu de déménager tout leur patrimoine dans ma maison. Ils avaient donné mon adresse à une entreprise de déménagement. Annulez ça, ai-je dit. Nous ne pouvons pas, a hurlé Brigitte. C'est trop tard. Ils arrivent à 8 heures du matin. Si nous refusons la livraison, ils facturent des frais de restockage et des frais de stockage. C'est des milliers d'euros. Alors vous feriez mieux de trouver un garde-meuble avant 8 heures du matin, ai-je dit. Parce que si un camion s'arrête ici, je le renverrai. Espèce de petite sorcière rancunière, a hurlé Brigitte. Son visage devenait rouge. Tu es jalouse. C'est ça. Tu es jalouse parce que Léa a un conte de fées et que tu es seule. Tu veux tout gâcher pour elle? Je me fiche du mariage de Léa, ai-je dit, ma voix stable, bien que des larmes me picotaient les yeux. Je m'inquiète du fait que vous avez vendu votre maison pour le payer et que vous vous attendez à ce que je paie vos frais de subsistance. Vous êtes adulte. Débrouillez-vous. Nous avons des droits, a hurlé Brigitte. Les droits des grands-parents, ou les droits des parents, les lois sur l'obligation alimentaire. Tu dois prendre soin de nous. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ai-je dit. Je ne pars pas, a déclaré Brigitte. Elle s'est assise sur l'une des valises juste là sur le porche. Elle a croisé les bras. Je vais rester assise ici toute la nuit. Et quand les voisins verront ta mère âgée gelée sur ton porche, tu seras la paria du quartier. Je m'en assurerai. Je leur dirai que tu nous as battus. Mon estomac s'est noué. Elle le ferait. Elle mentirait absolument. Elle détruirait ma réputation dans ce quartier de banlieue tranquille juste pour arriver à ses fins. Elle utilisait la honte sociale comme une arme. J'ai regardé le moniteur. Gérard regardait son téléphone, vérifiant probablement la météo. Brigitte regardait l'objectif avec un regard de mort. Il s'ancrait. J'avais besoin d'escalader. Je ne pouvais pas simplement verrouiller la porte et attendre. Ils amenaient un camion de déménagement demain. Ils essayaient d'annexer ma vie. J'ai marché jusqu'à mon bureau, la pièce qu'ils voulaient voler, et j'ai déverrouillé mon classeur. J'ai sorti le dossier, trou noir. J'ai aussi sorti mon ordinateur portable. S'ils voulaient une guerre, ils allaient la voir. Mais ils se battaient avec des explosions émotionnelles et des tentatives de culpabilisation. J'allais me battre avec de la documentation, un effet de levier et la loi. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que j'avais enregistré pour les urgences. Ce n'était pas la police. Pas encore. C'était mon avocat. Mon avocat, Alain, ne prenait généralement pas d'appel à 21h15, mais j'étais une cliente à volume élevé pour son cabinet. Pas personnellement, ma vie personnelle était ennuyeuse, mais je gérais des contrats pour mon entreprise qui valaient des millions, et il était l'avocat externe avec lequel je travaillais quotidiennement. Il savait que je ne paniquais pas. Il savait que si j'appelais si tard, soit le bâtiment était en feu, soit il était assiégé. Claire. Sa voix était rauque, comme si je l'avais réveillée. Est-ce que tout va bien? C'est l'expédition de Tokyo? Non, Alain, c'est personnel. J'ai besoin que vous me disiez exactement où j'en suis concernant l'intrusion résidentielle et les droits de propriété dans ce département, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. J'étais en mode travail maintenant. La fille en pleurs était partie.
La directrice des opérations était aux commandes. Intrusion? Qui est en train de s'introduire? Mes parents. Ils sont sur mon porche. Ils ont vendu leur maison aujourd'hui, apparemment pour financer un mariage, et exigent d'emménager. Ils ont également dirigé un camion de déménagement à mon adresse pour 8 heures du matin demain. Il y a eu une pause. Je l'ai entendu se redresser et le froissement des draps. Ils ont vendu leur résidence principale? Ont-ils un bail avec vous? Un accord écrit? Ont-ils reçu du courrier là-bas? Non, ils n'ont jamais passé une nuit ici. Ils viennent d'arriver il y a 20 minutes. D'accord, a dit Alain, son ton s'aiguisant. N'ouvrez pas la porte. En aucun cas ne les laissez franchir le seuil. S'ils entrent et passent la nuit, même une seule nuit, ils peuvent prétendre avoir établi leur résidence s'ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Cela devient une affaire civile, et vous devriez les expulser. Cela prend des mois. Ils menacent de camper sur le porche, ai-je dit, regardant le moniteur. Brigitte avait sorti une couverture d'une valise et s'enroulait dedans, faisant semblant de frissonner de manière théâtrale. Elle dit qu'elle va dire aux voisins que je les maltraite. Laissez-la parler. Avez-vous des caméras? Oui. Audio et vidéo, enregistrant tout. Bien. C'est votre bouclier. Si elle fait un faux rapport, nous avons la preuve de son intention d'extorquer un logement de votre part. Maintenant, à propos du camion de déménagement. S'il se présente, vous le renvoyez. Vous dites au chauffeur que vous n'avez pas autorisé la livraison. Ils ne peuvent pas décharger sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire. Mais Claire, Alain a conseillé, s'ils sont vraiment désespérés, ils vont escalader. Les gens qui vendent leur maison pour une fête ne sont pas des acteurs rationnels. Il vous faut un effet de levier. Un véritable effet de levier. Avez-vous quelque chose sur leurs finances? Pourquoi ont-ils vraiment vendu? Ils ont dit que c'était pour le mariage, une fête à 6 chiffres. Vérifiez ça, a conseillé Alain. Cela semble excessif, même pour des narcissiques. Faites une recherche dans les archives publiques sur la vente. Voyez s'il y avait des privilèges. Voyez où l'argent est réellement allé. S'ils sont fauchés de chez Fauché, ils sont dangereux. Je vais rédiger une mise en demeure concernant le camion de déménagement et vous l'envoyer par courriel. Imprime-la si vous le pouvez, ou ayez-la simplement prête à montrer à la police. Merci, Alain. Facturez-moi. Pro bono pour celui-là. Faites-les descendre de votre Porsche. J'ai raccroché et ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à la base de données des registres fonciers du greffe, un outil que j'utilisais souvent pour vérifier les emplacements d'entrepôts. J'ai cherché l'adresse de mes parents. Vendu le 14 octobre. Prix, 451 000 €. J'ai fait un calcul rapide. Ils l'avaient acheté il y a 30 ans pour 111 000 €. Même après les taxes et les frais de clôture, ils auraient dû repartir avec plus de 372 000 € en espèces. Alors, pourquoi étaient-ils désespérés de vivre dans ma chambre d'amis? Un mariage coûte cher, bien sûr, mais il n'est pas nécessaire d'être sans abri pour le payer, à moins que j'aie creusé plus loin. J'ai regardé la section des privilèges. C'était là. Une deuxième hypothèque contractée il y a 3 ans et un troisième privilège, une ligne de crédit hypothécaire contractée l'année dernière. Créancier 1, Première Banque Nationale, 186 000 €. Créancier 2, Crédit Rapide, 139 000 €. Mon estomac s'est tordu. Ils n'avaient pas seulement vendu la maison pour le mariage. Ils avaient vendu la maison parce qu'ils l'avaient dépouillée de son équité jusqu'à l'os. Après avoir remboursé les prêts, les frais d'agent et les taxes, ils ont probablement reparti avec moins de 46 000 €. Cela ne couvrirait même pas la compte du lieu de réception dont Brigitte se vantait. Ils étaient fauchés. Complètement, totalement fauchés. Et ils me mentaient, ainsi qu'à Léa probablement, sur la quantité d'argent qu'ils avaient. Ils n'emménageaient pas jusqu'au mariage. Ils emménageaient pour toujours parce qu'ils n'avaient nulle part où aller et pas d'argent pour y arriver. Une froide colère s'est installée en moi. Ils essayaient de faire de moi leur plan de retraite sans mon consentement. Je suis allé à la fenêtre avant. Brigitte faisait les 100 pas, criant dans son téléphone. J'ai supposé qu'elle parlait à Léa. J'avais besoin de briser le récit avant qu'elle ne le solidifie. J'avais besoin de parler à l'enfant chéri.
J'ai composé le numéro de Léa. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, et j'ai pu entendre de la musique forte et le tintement de verre en arrière-plan. Enfin. La voix de Léa était pâteuse. Maman panique. Elle dit que tu les as enfermés dehors dans le froid. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Claire? Il fait littéralement 4 degrés Celsius. Léa, écoute-moi, ai-je dit, coupant court à son indignation. Savais-tu qu'ils avaient vendu la maison? Oui, évidemment. C'est pour mon jour. N'est-ce pas incroyable? Maman a dit qu'ils avaient eu un énorme paiement. Nous améliorons les fleurs en orchidées, Claire. Des orchidées. Et nous ajoutons un bar à fruits de mer. Léa, il n'y a pas de paiement, ai-je dit sans détour. La ligne est devenue silencieuse pendant une seconde, à l'exception du son sourd de la basse en arrière-plan. Quoi? Ne sois pas jalouse juste parce qu'ils n'ont pas vendu la maison pour ton mariage. Je regarde les archives publiques en ce moment, ai-je interrompu, ma voix dure. Ils avaient 2 hypothèques et une ligne de crédit hypothécaire au maximum sur la maison. Ils devaient près de 325 000 € aux banques. Après les frais de clôture, ils ont probablement 37 000 € ou 46 000 € au total. C'est tout. C'est tout l'argent qu'ils ont au monde. Ce n'est pas vrai, a balbutié Léa. Maman a dit qu'ils avaient dégagé un demi-million. Elle a dit que j'avais un budget de 186 000 € pour la réception seule. Elle a menti, ai-je dit. Ils sont démunis, Léa. C'est pourquoi ils sont sur mon porche avec des valises. Ils ne restent pas pour un moment. Ils n'ont pas de maison. S'ils dépensent ces 46 000 € pour tes fleurs et ton bar à fruits de mer, ce seront des retraités sans abri vivant dans ma chambre d'amis jusqu'à leur mort. Est-ce ce que tu veux? Tu mens, a hurlé Léa. Tu fais toujours ça. Tu essaies de tout gâcher. Passe-moi maman au téléphone. Elle est sur le porche. Appelle-la toi-même. Demande-lui à propos de la ligne de crédit hypothécaire de Crédit Rapide. Demande-lui spécifiquement à propos des 139 000 € qu'ils ont empruntés l'année dernière. Demande où cet argent est passé. J'ai raccroché. J'ai marché jusqu'au moniteur de sécurité. Un moment plus tard, le téléphone de Brigitte a sonné. Elle l'a arraché de sa poche. Léa, chérie, dis à ta sœur d'ouvrir là. Elle s'est arrêtée. Son visage s'est affaissé. Elle a écouté, ses yeux s'agitant nerveusement. Non, c'est des affaires financières compliquées, chérie. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter d'eux. Qui t'a dit ça? Claire? Elle ment. Elle regarde de vieux dossiers. Nous avons beaucoup. Nous. Elle a fait une pause à nouveau, écoutant Léa crier à l'autre bout. Léa, arrête. Nous l'avons fait pour toi. Nous avons dépensé cet argent pour ta voiture, pour tes voyages. Nous. Elle a éloigné le téléphone de son oreille comme s'il l'avait mordu. Léa avait raccroché. Brigitte a fixé le téléphone, puis s'est lentement tournée vers la caméra. Son visage n'était pas triste. Il était déformé par une pure malice. Elle a marché jusqu'à la porte et a frappé dessus avec les 2 poings, secouant le cadre. Sorcière, a-t-elle hurlé, sa voix se brisant. Tu l'as empoisonné. Tu lui as parlé des prêts. C'était des affaires familiales privées. J'ai appuyé sur l'interphone. C'est un document public, maman. Je sais que vous êtes fauchée. Je sais que vous avez moins de 46 000 €. Et je sais que vous prévoyez de m'utiliser comme maison de retraite. Nous sommes tes parents, a-t-elle gémi, abandonnant la colère pour l'hystérie. Nous t'avons donné la vie. Et alors si nous avons des dettes? Nous l'avons dépensé pour notre famille, et maintenant nous n'avons plus rien. Où sommes-nous censés aller? Dans la rue. Vous avez 46 000 €, ai-je dit froidement. Allez dans un motel, louer un appartement, trouver du travail. Vous avez 60 ans, pas 90. Je ne peux pas travailler, a craché Brigitte. J'ai des problèmes de santé, et Gérard est à la retraite. Gérard peut sortir de sa retraite. Carrefour embauche des hôtes d'accueil, ai-je dit. Mais vous n'entrerez pas ici. Je ne pars pas, a-t-elle crié. Gérard, va chercher le pied de biche dans les outils de la voiture. J'ai figé. Brigitte, non.
Gérard a marmonné, l'air terrifié. Va le chercher, a-t-elle ordonné. C'est ma maison. J'ai le droit de voir ma fille. Si elle n'ouvre pas la porte, nous l'ouvrirons. Gérard a hésité, puis a traîné les pieds vers la voiture. C'était la ligne rouge. Ce n'étaient plus seulement des parents agaçants. C'étaient des intrus menaçants d'entrer de force. Papa, ai-je dit par l'interphone, ma voix basse et dangereuse. Si vous touchez un outil à cette porte, j'appelle la police. Je vous ai en vidéo. C'est une effraction. Ouvre juste la porte, Claire, a plaidé Gérard, s'arrêtant près du coffre. Elle ne va pas s'arrêter. Laisse-nous entrer juste pour une nuit. Non. Brigitte a attrapé une lourde jardinière en céramique de mon Porsche, un beau pot avec un hortensia dormant, et l'a hissé au-dessus de sa tête. Ouvre, a-t-elle hurlé. Elle a lancé la jardinière sur la porte. Éclaboussement. La céramique s'est brisée contre le bois massif, des éclats volant partout. De la terre et des racines ont explosé sur le paillasson. Le bruit était assourdissant dans la nuit tranquille. Ça suffit, ai-je murmuré. J'ai composé le 17. Police nationale, j'écoute. Mes parents sont à ma porte d'entrée et tentent de s'introduire, ai-je dit clairement. Ils ont déjà jeté un objet lourd sur la porte et causé des dommages. Ils menacent d'utiliser un pied de biche. Je suis seul à l'intérieur. J'ai peur pour ma sécurité. Sont-ils armés? Aucune arme vue, mais mon père est en train de récupérer des outils dans son véhicule pour forcer l'entrée. Des agents sont dépêchés. Enfermez-vous dans une pièce intérieure si possible. Je ne me suis pas caché. Je me suis tenu près du moniteur, mon téléphone enregistrant l'écran en tant que sauvegarde. Dehors, la scène se détériorait. Brigitte donnait des coups de pied dans les éclats du pot, hurlant de manière incohérente à quel point j'étais ingrate. Gérard était revenu de la voiture, non pas avec un pied de biche, mais avec une clé en croix. Il ressemblait à un fantôme, pâle, tremblant, tenant la barre de métal comme si c'était un serpent venimeux. « Fais-le, Gérard. » Casse le panneau de verre, a commandé Brigitte, pointant le vitrail décoratif à côté de la porte. Brigitte, je ne peux pas le faire. Elle bluffe. Elle n'appellera pas les flics pour son propre père. Gérard a levé la clé en croix. Papa, ai-je crié par l'interphone, assez fort pour le faire tressaillir. La police est en route. Pose ça. Il a figé, le fer planant dans l'air. Il a regardé la caméra, puis Brigitte. Elle les a appelés, Brigitte, a-t-il pleurniché. Elle les a vraiment appelés. Elle ment, a insisté Brigitte, bien que sa voix vacillait. C'est une lâche. Sirène. Faible au début, puis s'intensifiant, coupant le calme de la banlieue. Des lumières bleues et rouges ont commencé à clignoter contre les arbres dans la rue. Le visage de Brigitte est devenu blanc. La réalité de la situation a finalement percé son illusion. Elle ne combattait pas une fille qu'elle pouvait intimider. Elle combattait le système judiciaire. Elle a attrapé le bras de Gérard. Monte dans la voiture. Il faut qu'on y aille. Non, a dit Gérard, laissant tomber la clé en croix. Elle a cliqueté bruyamment sur le béton. Je ne fuis pas les flics, Brigitte. Cela empire les choses. 2 voitures de patrouille se sont arrêtées au trottoir, leurs lumières aveuglantes. Des agents sont sortis, les mains près de leur ceinture. Laissez tomber l'outil, a crié un agent, voyant la clé en croix au sol. Éloignez-vous de la porte. J'ai regardé sur l'écran mes parents, ma mère dans sa fausse fourrure, mon père dans son polo, se faisant ordonner de reculer du Porsche, les mains levées. C'était une scène d'humiliation totale. Les lumières des Porsches des voisins s'allumaient dans toute la rue. Madame Dubois, la voisine, regardait à travers ses rideaux. J'ai déverrouillé la porte et je suis sorti sur le porche. L'air froid m'a frappé, mordant à travers mon pull. « Madame, vous êtes la propriétaire ?» a demandé l'agent, pointant une lampe de poche vers moi. « Oui », ai-je dit. « Je suis Claire. »« Ces personnes prétendent être vos parents », a dit l'agent, désignant Brigitte et Gérard, qui se tenaient maintenant près de la voiture de patrouille. Brigitte sanglotait bruyamment, un gémissement théâtral concernant un malentendu. « Ils le sont », ai-je dit,
Et ils sont en train de s'introduire illégalement. Je leur ai demandé à plusieurs reprises de partir. Ils ont refusé. Ma mère a jeté cette jardinière sur la porte, j'ai pointé la céramique brisée, et a ordonné à mon père d'utiliser cette clé en croix pour briser la vitre. C'est un mensonge, a hurlé Brigitte. Nous vivons ici. Nous avons oublié nos clés. Elle fait une crise de nerfs. Agent, ai-je dit calmement, sortant le clip vidéo sur mon téléphone. Voici les images d'il y a 5 minutes. Vous pouvez l'entendre lui ordonner de s'introduire. Vous pouvez m'entendre leur dire de partir. L'agent a regardé la vidéo. Il a regardé Brigitte lancer le pot. Il a regardé Gérard lever la clé en croix. Il les a regardés, son expression se durcissant. C'est assez clair, a-t-il marmonné. Je veux qu'il soit formellement ordonné de quitter la propriété, ai-je dit. Et je veux qu'un rapport soit déposé pour la tentative d'effraction et les dommages matériels. Vous voulez porter plainte, a demandé l'agent, haussant un sourcil. Ce sont vos parents. J'ai regardé Gérard, qui fixait ses chaussures, vaincu. J'ai regardé Brigitte, qui essayait toujours de mentir à l'autre agent, son visage tordu par une laide désespérance. Si je ne portais pas plainte, il reviendrait demain. Il reviendrait la semaine prochaine. Il ne s'arrêterait jamais. Je devais brûler le pont. Oui, ai-je dit. Je veux porter plainte. Claire, a crié Gérard. S'il te plaît. Tu as levé la clé en croix, papa, ai-je dit doucement. Tu as fait ton choix. Alors que les agents commençaient à les menotter au pas nécessairement pour une arrestation, mais pour une détention pendant qu'ils réglaient la scène, Brigitte est devenue nucléaire. Espèce de morveuse ingrate, a-t-elle hurlé alors qu'il la tournait. Après tout ce que nous avons fait. Nous avons vendu la maison pour cette famille. Tu ruines le mariage de Léa. Tu ruines tout. Vous l'avez ruiné vous-même lorsque vous avez dépensé l'argent que vous n'aviez pas, ai-je répondu. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un message de Léa. Je viens d'appeler le lieu de réception. Le chèque de maman pour la compte est revenu sans provision. Ils ont annulé la date. J'ai regardé Brigitte. Léa dit que le chèque a rebondi, maman. Il n'y a pas de mariage. C'est fini. Brigitte a cessé de se battre contre les menottes. Elle est devenue molle. La lutte s'est finalement épuisée alors que le château de cartes s'effondrait. Mais la nuit n'était pas terminée. Les agents prenaient des déclarations, mais je savais que la vraie bataille serait les retombées. J'avais protégé ma maison, mais je venais de faire arrêter mes parents. Encore une chose, madame, a dit l'agent, me tendant un bout de papier avec le numéro de dossier. Si un camion de déménagement se présente. Je sais, ai-je dit. Je le renverrai. Nous allons faire passer une voiture de patrouille dans le quartier ce matin, m'a-t-il assuré. Alors qu'il mettait mes parents à l'arrière de la voiture de police pour les emmener au poste pour traitement et probablement les libérer sous caution puisque les prisons étaient pleines, je me suis tenu seul sur mon Porsche. Le pot brisé gisait à mes pieds. La clé en croix scintillait au clair de lune. Je tremblais, non pas de froid, mais d'adrénaline. J'avais gagné la bataille, mais la guerre pour ma paix ne faisait que commencer. Le soleil s'est levé le lendemain matin avec une gaieté aveuglante et indifférente. Je n'avais pas dormi. J'avais passé la nuit assise dans mon salon, regardant le flux de sécurité du Porsche vide, attendant la riposte. À 7h55, le grondement d'un moteur diesel a secoué les fenêtres. J'ai regardé le moniteur. Un camion en boîte blanc massif reculait dans mon allée. Déménagement B&G. Je suis sorti par la porte d'entrée, tasse de café à la main, la mise en demeure de mon avocat glissée sous mon bras. Le chauffeur, un homme costaud en combinaison, a sauté avec un presse-papier. Livraison pour Gérard et Brigitte, a-t-il demandé, mâchant un cure-dent. Ils ne vivent pas ici, ai-je dit calmement. Et je suis la propriétaire. Je n'ai pas autorisé cette livraison. Le chauffeur a froncé les sourcils, regardant ses papiers. Il est écrit ici, suite d'invités à stockage, payé en totalité. Par qui? Carte de crédit se terminant par 4402. J'ai failli rire. C'était la carte de Gérard, celle qui était au maximum. Ils ont dû en tirer la dernière goutte de crédit pour payer ce déménagement.
Les individus qui ont commandé ceci sont actuellement en détention, ai-je dit, choisissant mes mots avec soin. Ils n'ont pas accès à cette propriété. Si vous déchargez quoi que ce soit ici, vous serez en infraction, et votre entreprise sera responsable des frais de retrait. Voici une lettre de mon avocat. Je lui ai tendu le papier. Il l'a scanné, a soupiré et a craché son cure-dent. Mon Dieu, je déteste les boulots de drame familial, a-t-il marmonné. Très bien, je ne peux pas le laisser ici, mais si je le ramène, ça va à l'entreposage à long terme. Les frais vont être astronomiques, et s'il ne paie pas dans les 30 jours, nous le vendons aux enchères. Je comprends, ai-je dit. Faites ce que vous avez à faire. Il est remonté dans le camion. Alors que les vitesses grinçaient et que le véhicule massif s'éloignait, j'ai senti un poids se lever de la maison. Ils étaient vraiment partis. Leurs meubles, leurs bagages, leur présence physique. Tout se dirigeait vers un entrepôt en Normandie. Mais le point culminant émotionnel s'est produit 2 heures plus tard. Mon téléphone a explosé, non pas avec des appels, mais avec des notifications. Léa avait posté une vidéo. J'ai ouvert Instagram. Il y avait Léa, le visage inondé de larmes, sans maquillage, assise dans son studio. Alors, mise à jour. Elle s'est étouffée. Il n'y a pas de mariage. Le lieu de réception a annulé parce que le chèque est revenu sans provision. Mes parents, ils ont menti. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Elle a pris une profonde inspiration. Et pour la première fois de sa vie, elle avait l'air réelle. Elle avait l'air fatiguée. Et la nuit dernière, a-t-elle continué, ils ont essayé de s'introduire dans la maison de ma sœur Claire parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. Elle a dû appeler la police. Au début, j'étais en colère contre elle. Mais ensuite elle m'a envoyé la preuve, les relevés bancaires, les mensonges. Ils allaient me laisser planifier un mariage qu'ils ne pouvaient pas payer juste pour sauver les apparences, puis parasiter Claire pour toujours. Elle a regardé directement la caméra. Je suis désolé, Charles. Je suis désolé pour tous ceux que nous avons invités. Nous rendons les cadeaux. Et maman, papa? Ne venez pas ici. Ne m'appelez pas. J'ai besoin de régler ma propre vie pour une fois. La vidéo s'est terminée. C'était l'humiliation publique que Brigitte avait tant redoutée, mais elle l'avait provoquée elle-même. Le début dans la société qu'elle voulait s'était transformé en une confession virale de faillite et de fraude. Une demi-heure plus tard, un taxi s'est arrêté à mon trottoir. J'ai regardé sur le moniteur. C'était Brigitte et Gérard. Ils avaient été libérés. Ils avaient l'air épuisés. Les cheveux de Brigitte étaient plats, son maquillage étalé. Gérard avait l'air 10 ans plus vieux. Ils ne sont pas venus à la porte. Ils se sont tenus sur le trottoir, regardant la maison. Regardant la marque de la clé en croix sur le cadre de la porte, regardant l'allée vide où le camion de déménagement aurait dû être. Brigitte a sorti son téléphone. Elle m'a appelé. J'ai répondu, mais je n'ai pas ouvert la porte. Le camion est parti, a-t-elle murmuré. Sa voix était creuse. Je l'ai renvoyé, ai-je dit. Il va à l'entreposage. Nous n'avons nulle part, Claire. Nous n'avons rien. Vous avez la voiture, ai-je dit. Et vous avez 46 000 €, moins ce que la caution vous a coûté. Partez. Nous sommes tes parents, a-t-elle pleuré. Mais c'était faible. Ce n'était plus une exigence. C'était un plaidoyer d'une femme vaincue. Je sais, ai-je dit. Et c'est pourquoi c'est si difficile. Mais vous avez rompu le contrat, maman. Vous avez essayé de briser ma porte. Vous avez essayé de briser ma vie. Allez-vous-en. Gérard a posé une main sur son épaule. Il a regardé la maison une dernière fois, un regard de profond regret, et l'a guidé vers le taxi. Ils sont montés. La voiture est partie. Je me suis tenu dans le couloir et enfin, pour la première fois en 24 heures, j'ai pleuré. Non pas de culpabilité, mais de soulagement. Le siège était terminé. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit. Les retombées ont été compliquées, comme c'est toujours le cas avec ce genre de choses. Brigitte et Gérard ont fini dans un motel bon marché pendant quelques semaines avant d'emménager dans un petit appartement en location à 2 villes de là. C'est loin de la maison bourgeoise, mais c'est un toit.
Gérard a trouvé un emploi dans une quincaillerie. Il semble réellement aimer ça. Il parle aux gens. Il se sent utile. Et pour la première fois depuis des décennies, il n'est pas seulement l'ombre de Brigitte. Brigitte s'adapte. Elle a dû vendre la plupart de ses bijoux pour couvrir les frais de déménagement et d'entreposage. Elle n'est pas heureuse, mais elle est calme. Son statut social s'est évaporé au moment où la vérité sur leurs finances est apparue, alors elle reste surtout à l'intérieur. Léa m'a le plus surprise. Elle a rompu avec le DJ. Elle a trouvé un emploi de réceptionniste dans un cabinet dentaire. Ce n'est pas glamour, et elle déteste l'uniforme, mais elle paie son propre loyer. Nous nous rencontrons pour un café une fois par semaine. Nous ne sommes pas les meilleurs amis. Nous avons trop d'histoires pour cela. Mais nous construisons quelque chose de nouveau. Quelque chose basé sur la vérité, pas sur la transaction. J'ai toujours pensé que tu étais la méchante, m'a dit Léa la semaine dernière, remuant son latte. Mais tu étais juste la seule qui vivait dans le monde réel. Le monde réel est nul parfois. Oui, a-t-elle ri. Mais au moins les chèques ne rebondissent pas. Quant à moi, je suis toujours dans ma maison. J'ai remplacé la porte d'entrée par une solide en acajou. Elle est plus forte, mieux renforcée. J'ai toujours le système de sécurité, mais je ne le vérifie plus de manière obsessionnelle. Ma maison est à nouveau paisible. Le silence est revenu, mais il n'est pas lourd. Il est léger. C'est le son d'un espace qui est entièrement, sans excuse, le mien. Je ne leur ai pas prêté d'argent. Je ne les ai pas laissés emménager. Et grâce à cela, je me suis sauvé.